De son enfance, Joseph Peyret a gardé le goût de l'éducation virile et studieuse, le sens des valeurs et le culte des racines auxquelles on demeure fidèle. Il faut, pour s'en persuader, avoir lu Peyret et se laisser porter, à travers ses voyages romanesques, par l'énergie créatrice de cet écrivain béarnais, soucieux de ne quitter sa terre, comme les Basques vont aux Amériques, que pour mieux y revenir. Il a vécu discret, écrivit le duc de Lévis-Mirepoix, recueillant son œuvre sans s'agiter autour d'elle. Et pourtant, les thèmes qui l'inspiraient n'étaient pas ceux d'un contemplatif, absorbé dans un univers abstrait, ou d'un élégiaque suivant le cours paisible d'une eau sans ride au bord d'une prairie. Ce Béarnais, à la minceur d'acier, donnait toute sa pensée, tout son verbe, à l'action. À n'en pas douter, l'auteur de l'Escadron blanc, de Sang et Lumière et de tant d'autres romans encore, ce romancier qui éclaire de sa plume la vie de ses personnages et exalte l'attachement aux terres où se noue leur destin, cet ascète de l'écriture classiquement française, comme l'a si justement dit Pierre Espil, mériterait que se réalise un jour le vœu prononcé par Gabriel Delaunay. Joseph Peyret, dans la série des Goncourt, sera l'un des grands, et ses œuvres iront sur nos rayons de bibliothèque. Après une solide initiation au lycée de Pau, qui marqua autant son adolescence que ne le fit pour sa part la célèbre terrasse, d'où la vue des Pyrénées excita à jamais son imagination, après de brillantes études à Paris, où il fut l'élève du philosophe Alain, et à Bordeaux, où il termina son droit, Joseph Peyret fut tour à tour professeur, avocat, chef de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et journaliste. Et pourquoi ne pas le dire à ceux qui ne verraient en cet auteur classique qu'un homme trop sérieux, il fut même danseur mondain à la croisée des chemins. À l'aube des années 30, Francis Carco, à qui il a consacré une étude, et Joseph Kessel, avec qui il se lance dans le reportage, le poussent à écrire. En 1928, il signe son premier roman, Les Complices, dont l'action se passe en partie en Béarn, près d'Orthez. En 1930, il publie Xenia, du nom de l'héroïne à l'étrange séduction, enlisée par le jeu, le champagne et la danse. D'aucuns, naturellement, se sont persuadés que l'auteur était un habitué des palaces et des casinos. Changeant radicalement de décor, Joseph Peyret obtient le prix de la Renaissance en 1931 pour L'Escadron blanc, premier roman d'un cycle saharien aux évocations si puissantes qu'on se convainc alors que l'auteur est officier de la compagnie saharienne du Touat. Deux films, l'un italien, l'autre français, sont réalisés d'après cette épopée d'un peloton de méharistes qui, animés par la passion de servir et victimes à la fois du double mirage des sables et de l'évasion, se mettent en marche vers le Grand Sud à la poursuite d'un Rezu Beraber. Grand Prix de Carthage, 1934, le chef à l'étoile d'argent magnifie davantage encore le désert et les hommes qui s'y battent au sud de Fort Polignac, comme dans le rêve le plus halluciné et avec la documentation la plus exacte, retiendra Kessel. Sous l'étendard vert, cette même année, met en scène Tinirt, l'héroïne qui enflamme les guerriers, et devient l'âme de la révolte sénouciste dans ces douars du désert, aux confins de l'Algérie et de la Tripolitaine. Près de 10 ans après, Croix du Sud vient s'ajouter à cette trilogie, avec l'histoire d'un Saharien amoureux du désert et de la solitude.
Joseph Peyret a séjourné plusieurs années en Espagne. Il s'est pénétré de l'âme de ce pays et très fidèlement inspiré de son histoire pour créer le grand cycle de sa seconde série romanesque. Sang et lumière, que les Goncourt couronnent en 1935, nous révèle le monde sensible et cruel des courses de taureaux que transcende la passion des aficionados. On y voit dans les coulisses de l'arène comment Ricardo, un torero des plus dignes et des plus humains, ruiné par Marilena, la femme fatale, il meurt magnifiquement sous les cornes de la bête aux yeux de perdrix. Dans L'homme de choc, il évoque, tras los montes, l'Espagne de la Révolution. Une révolution qui instaurera une vie plus juste, plus humaine, et qui vaut bien tous les sacrifices. Roch Gibraltar raconte l'histoire tragique d'une captive du Rocher, Marthe Marie, mariée à un vieil homme jaloux et méchant. Puis, revenant en 1938 au seul art que la mort couronne, la corrida, Joseph Peyret réunit alors 8 nouvelles qui nous plongent de nouveau, avec de cap et d'épée, dans le monde héroïque, brillant et misérable à la fois des matadors, des picadors et des banderilleros de l'Espagne d'avant 1936. Portrait inédit de Séville, enfin, la passion selon Séville dévoile aux profanes les secrets de la amargura, les fêtes et les mythes qui entourent cette Vierge douée d'un caractère humain. Fièvre mystique de la Semaine Sainte qui s'apaise et s'éteint dans une apothéose de cavalcade et de corso fleuri. La montagne constitue la 3e unité romanesque de l'œuvre de Joseph Peyret. Matterhorn, roman du Cervin et des Guides où il recrée l'atmosphère de Zermatt, surgit ainsi en 1939 d'une plume jusqu'ici vouée aux hommes du désert et aux héros des arènes sur toile de fond de guerre civile. Mont Everest, en 1942, met en scène le guide suisse Jost Marie et le porteur Nima, Sherpa efficace et attachant, authentique précurseur de Tenzing. Dans un contexte psychologique âpre et nu de vérité, il apparaît que la montagne est, comme dans toute situation où l'homme est appelé à se dépasser lui-même, une véritable conquête spirituelle. Dans Malory et son Dieu, le romancier exprime sa foi dans la victoire sur l'Everest du maître de Charterhouse. Évoquant l'ensemble de cette œuvre montagnarde, Alain de Châtellus, comme le rappelle Michel Ballerini dans son ouvrage consacré au roman de montagne en France, a dit de Joseph Peyret qu'il a su, le premier, trouver le ton juste pour décrire à la fois le cadre et les sentiments des protagonistes du drame alpin. Comme rappelé aux horizons d'où souffle le vent du sud qui transporte son imagination, Joseph Peyret, alors poussé vers la Camargue et sa poésie, publie Les Temps réals en 1949. L'action où couchants et flamands confondent leurs flammes se rattache à la légende des déserts et le taureau habite cette légende comme dans Guadalquivir, qui nous ramène 3 ans plus tard en Espagne pour nous émouvoir encore au drame du combat entre la bête et l'homme, tout en nous replongeant, au-delà de la marisme, dans la fascinante beauté des secrets de Séville. Entre-temps, l'écrivain migrateur a puisé une fois encore au Maroc l'inspiration d'un nouveau roman, La légende du goumier Saïd, qui obtient le prix de la France d'outre-mer en 1950. Ce livre, illuminé par le thème de la fidélité personnelle, nous raconte, à travers l'épopée des Goums, l'histoire d'un Français et celle d'un Berbère engagés dans la dernière guerre. Puis, comme si l'heure du retour avait sonné, Joseph Peyret revient à son Béarn natal, riche de tous ses voyages réels ou imaginaires, et de se laisser guider au gré d'un inimitable essai de géographie personnelle vers l'unité des terres basques et béarnaises, si différentes et si proches à la fois.
C'est ainsi qu'il désigne les itinéraires sensibles et érudits qu'il nous invite à suivre avec lui dans De Montbéarn à la mer Basque. J'ai parcouru tous les chemins de mon pays, précise-t-il. Ce chemin de ma terre, tel qu'il s'est constitué pour moi avec le temps, mes raisons d'en dépendre, de l'aimer, de lui rester fidèle, tel est le sujet de ce livre. Certes, le Béarn est pour Joseph Peyret la terre de repli que sa pensée n'a jamais quittée. C'est notamment ce qu'il rappelle avec ferveur dans ses souvenirs d'un enfant. Le jour de mon départ pour le lycée, lorsqu'à mon tour je m'élançai dans la descente de la vallée, j'avais oublié tous mes rêves et je n'entendais plus l'appel de l'océan. L'appel de l'océan. Peyret ne va pas y résister longtemps. Se souvenant que c'est du belvédère de son village béarnais qu'il avait réalisé jadis l'unité de nos deux pays, unité qui vivait en lui, il écrit Jean le Basque. De fait, notre beau département réunit deux pays aussi distincts que deux nations, deux peuples aussi attachés à leur sol l'un que l'autre, colonisateurs cependant l'un et l'autre, et qui mènent leur rivalité jusqu'au rivage du Pacifique. Mais il est une vallée que je soupçonne d'avoir été créée pour réunir ces deux pays rebelles et s'y attacher l'un à l'autre. Et c'est celle du Gave de Moléon, vallée où se conclut, entre Basques et Béarnais, le pacte que ce Gave accepte de signer en se jetant dans celui d'Oloron sous les remparts de Sauveterre. Jean le Basque, publié en 1953, c'est le thème de l'exil que symbolise le mouchoir de l'émigrant noué au bout du bâton. Dans ce roman, Peyret semble imprégné des mélancolies de Loti et sa vision du pays de Ramuncho nous révèle une part de ce caractère basque si mystérieusement caché derrière l'euskara, la langue basque, en même temps qu'il écrit la vie aventureuse d'un jeune berger exilé dans les solitudes des déserts du Nevada. Tout autre est si semblable au fond est la destinée de ces Béarnais demeurés en leur terre et qui y vivent comme leurs ancêtres. Le puits et la maison racontent la chronique d'une famille béarnaise dont les membres s'opposent sur le site même où va jaillir le pétrole des forages, or noir qui fera la richesse du pays, mais enflammera aussi les esprits. Sitôt posé, Peyret s'évade déjà de nouveau vers le Var, où il a vécu en sa palombière provençale, dans le golfe de Saint-Tropez, vers le Sahara, dans un véritable élan d'affection, et vers l'Espagne, où il revient, le temps de tremper sa plume dans l'encre d'un ultime ouvrage, comme Ricardo avait planté sa banderille dans le sang de son dernier taureau. On n'en finirait pas de passer en revue tous les ouvrages de cet auteur imaginatif, mais si documenté qu'il apparaît manifestement aujourd'hui comme un témoin de son temps. Les Quatre Capitaines racontent l'histoire fidèle de Saint-Tropez à travers la saga d'une famille imaginaire de la vieille cité. Une fille de Saragosse, de sable et d'or, le pont d'Essor, le plan du soleil, les lanciers de Jerez, les remparts de Cadix, l'Alcade de San Juan, Feu et sang de juillet, tous ces livres, écrits et publiés entre 1956 et 1964, sont eux aussi autant de romans ou de nouvelles qui possèdent toujours de la chronique la plus authentique, en même temps que du plus passionnant des récits. Romancier de l'action, Joseph Peyret l'est, assurément. Romancier de l'énergie, du drame et de la passion, on peut dire certains. Mais il n'en a pas oublié pour autant les enfants. Après Sahara, Inoa et Cheval Piafant, Le Pré aux ours est un conte attendrissant où l'auteur, comme dans ses romans, a mis beaucoup de lui-même au point de suggérer à travers sa sensibilité lucide le sort que connaissent aujourd'hui les représentants de la race pyrénéenne, bien au-delà des joyeuses cabrioles de Giuseppe, le Béarnais en herbe qui croyait à l'innocence de toutes les bêtes de la création, et de l'ourson bien trop tôt orphelin. À travers ses voyages, et quel que soit le regard qu'il porte sur la réalité que son imagination transcende,
On sent toute la force des liens qui rattachent les héros des livres de Joseph Peyret à leur terre. Sable magique du Sahara, sol aride de Castille ou misère des banlieues de Madrid, cascades de roc et de glace qui excitent l'esprit des sommets, fougeraies rousses du Pays Basque, côtes vineuses du Béarn, pâturages et forêts, gaves et nives des Pyrénées, tout se passe chez cet écrivain béarnais comme s'il s'étendait jusqu'au bout du monde le regard vigilant du clocher d'Haïti. Je voudrais qu'on me prie pour ce que je suis, un homme de ma terre, d'autant plus attaché à elle que j'en goûte mieux, avec l'âge qui passe, l'éternité, l'asile, la maternelle douceur. Je me suis ainsi passionné, et je mesure mon terme, pour différentes terres. Je dis terre et non pas pays. Peu importe pour moi, que je les ai ou non parcourus, pratiqués. Espagne ou Himalaya, Maghreb ou Nevada, je me suis intéressé à leur raison et aussi à leur poésie. Poésie, vérité essentielle. Mes paysages, mes villes, mes maisons ne sont pas des décors selon le cliché bien connu. Je ne brosse jamais. Autre cliché. Je n'ai pas regardé du dehors les pâtures de ces villes. Les pâtures, galvaudées. J'ai voulu savoir pourquoi les plantes vertes y languissent seules et tristes durant les jours de pluie d'hiver. À cause de l'eau originelle, l'eau sournoise, qui monte et salpêtre les murs. J'ai voulu savoir le secret de l'arbre de Gibraltar, captif comme Marthe Marie. Le drame de ses branches, anxieuses comme elles d'échapper aux prisons du roc, où les maisons arides, sans racines, anxieuses de s'étirer au soleil pour fleurir enfin, comme fleurit, après la pluie miraculeuse, la chèbe, le ver éphémère du désert. J'ai voulu savoir comment souffrent les oliveraies et les blés africains, comme je sais comment souffre ma vigne menacée dès son bourgeonnement. Qu'il demeure parmi ces terres humanisées ou qu'il s'aventure au désert, c'est cependant l'homme lui-même, j'entends par homme les hommes, qui est mon objet dernier.